des déçus de Benyamin Netanyahou. Il y a plusieurs partis qui se disputent leur voix. Il y a bien entendu le sionisme religieux qui récupère et qui récupère bien. Puis il y a le nouveau parti qui est fait par Benny Gantz et Gideon Sa'ar qui comporte sur sa liste tous les anciens déçus du Likoud. Et donc il y a des partis refuges qui existent déjà. Peut-être qu'il y a une petite fraction de l'électorat, mais dans les sondages avant la formation de ce parti, il leur manquait au moins 60 000 voix. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia, politologue. Bonjour, Boker Tov Philippe. Bonjour. Alors, nous allons revenir un peu sur les derniers développements politiques d'une part, et dans une seconde partie de cet entretien, essayer de revenir aussi sur cette affaire qui fait grand bruit autour des révélations de Moshe Saada sur ce qui se passe au parquet et dans la police israélienne. Alors, d'abord, sur la création du nouveau parti qui a jailli, on va dire, en fin de semaine dernière, ce nouvel esprit sioniste, qui est un esprit qui jaillit de l'esprit de Yamina et du Derech Eretz, les deux formations dont il est issu, Yamina avec Ayelet Shaked, Derech Eretz avec Yoaz Hendel, ce sont les deux têtes de liste de cette nouvelle formation. Vous avez l'impression que cette formation possède la capacité d'abord de passer le seuil d'éligibilité et une fois qu'elle a passé de brouiller les cartes et de permettre peut-être à Netanyahou d'obtenir une majorité absolue? Écoutez, tout dépendra de son positionnement qui pour l'instant est un peu confus, puisqu'ils viennent tous les deux de ce que l'on appelait le gouvernement du changement, qu'il crée un nouveau parti, il dit qu'il veut agir dans le cadre d'un gouvernement très large, éventuellement présidé par Benyamin Netanyahou, puisqu'ils disent nous ne voulons repousser personne. Dans le premier sondage qui a été fait juste après la création, il passait tout juste le seuil d'éligibilité. Le seuil d'éligibilité était à 3,25 et eux, ils étaient à 3,3. Or, on sait que lorsqu'un parti est créé, tous les médias s'y intéressent, les leaders passent à la télévision. Hier, Ayelet Shaked a fait les unes des journaux du soir après Shabbat. Donc, à mon avis, ce parti est extrêmement fragile. Ça dépendra en grande partie de qui sera numéro 3 sur la liste. Si c'est Matan Kahana a une assez bonne opinion dans une partie du public qui pourrait rejoindre ce parti. Sinon, si c'est par exemple Nir Orbach, je crois que ça n'attirera pas grand monde parce que les partisans de Nir Orbach préfèrent aller ailleurs, au Likoud ou au parti sioniste religieux. Alors, moi, je crois que ce parti est dans une situation de grande fragilité. On le sentait d'ailleurs hier dans les interviews de Ayelet Shaked. Elle était moins déterminée qu'auparavant, moins sûre d'elle, alors que c'est une femme déterminée, sûre d'elle, et qui généralement sait ce qu'elle veut. Elle est dans une situation impossible, Ayelet Shaked. Elle aurait voulu retourner au Likoud. Au Likoud, elle est personne dans le gratin. Il la haïsse, il la considère comme traîtresse à la cause. En particulier le Premier ministre et son épouse qui n'a jamais été neutre dans ses affaires. Donc Ayelet Shaked est dans cette situation extrêmement inconfortable. En plus, le chef de ce parti, c'est l'ancien Premier ministre qui a pris un congé, donc elle est dans une situation très difficile. Est-ce qu'elle pourra consolider sa position d'ici le 1er novembre? Je ne sais pas. Elle aura deux hypothèses. Si jamais elle est très en dessous de cette éligibilité, elle pourrait aller jusqu'au bout et dans ce cas faire perdre des voix au camp de Benyamin Netanyahou comme c'est arrivé en 2019, ou bien tenter sa chance et éventuellement avoir 4 députés qui pourraient donner à Benyamin Netanyahou sa majorité. C'est très inconfortable parce qu'elle est haïe par le camp qu'elle est rejoindre et elle ne peut vivre qu'avec lui. Alors, qui peut être cet électorat? Parce que il va falloir trouver au moins environ 150 à 160 000 voix. Qui peut être cet électorat? Est-ce que ça peut être par exemple les déçus de Netanyahou qui ne veulent pas voter Smotrich Ben Gvir? Est-ce qu'il y a véritablement un public à ce niveau-là? Ou qui peut être l'électorat privilégié de ce parti? Alors, il y a des déçus de Benyamin Netanyahou. Il y a plusieurs partis se disputent leur voix. Il y a bien entendu le sionisme religieux qui récupère et qui récupère bien. Il suffit de voir dans les sondages. Puis il y a le nouveau parti qui est fait par Benny Gantz et Gideon Sa'ar qui comporte sur sa liste tous les anciens déçus du Likoud, Gideon Sa'ar lui-même, Zev Elkin, les autres. Et donc il y a des partis refuges qui existent déjà. Peut-être qu'il y a une petite fraction de l'électorat, mais dans les sondages avant la formation de ce parti,
leur manquait au moins 60 000 voix. Alors, pour parler, puisque vous parlez de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar, là aussi, les sondages ne sont pas particulièrement folichons pour eux, parce que si on fait le calcul entre ce que recevaient les deux partis séparément et ce qu'ils reçoivent ensemble, c'est pas beaucoup mieux. Ils recevaient séparément dans la Knesset qui a été dissoute 14 mandats, et dans les sondages, ils sont à 12. Et on sait très bien que les nouveaux partis, lorsqu'ils commencent leur vie politique, ils sont surcotés dans les sondages, et qu'au fil des sondages, plus on se rapproche de l'élection, ils perdent des sièges. C'est arrivé à peu près au cours des quatre élections précédentes. C'est arrivé à Gideon Sa'ar en particulier. Hein. Oui, Gideon Sa'ar en particulier. Benny Gantz est un peu plus sûr de son électorat parce que c'est un électorat beaucoup plus stable. Cela dit, cette alliance, c'est le mariage de deux électorats très différents. Il y a chez Gideon Sa'ar ce dont on parlait, à savoir les déçus du Likoud, et chez Benny Gantz, c'est plus les centristes, j'ai envie de dire traditionnels, plutôt le centre droit, la bourgeoisie, laïque, la Vivienne, ou bien habitants dans les Moshav. Ils ont les Israéliens bien installés dans la vie. Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement le cœur à droite, même si c'était pas des gauchistes invétérés. Donc on est dans cette situation où on a le mariage de la carpe et du lapin. Parfois ça peut marcher. Apparemment, là, ça ne marche pas très bien. Et ça pourrait d'ailleurs avoir des conséquences extrêmement importantes sur la suite des événements, puisqu'on disait récemment que Benny Gantz, finalement, pourrait s'accommoder d'un nouvel accord avec Benyamin Netanyahou. Il dit le contraire, mais de toute façon, ils disent tous le contraire avant les élections. On commence à être habitué. Et donc, on a cette situation où Benny Gantz a pris un risque de s'allier avec Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar était obligé de s'allier parce que sinon, il passait pas cette éligibilité. Donc, une grande partie de l'élection se jouera là, et une grande partie de l'élection se jouera aussi au sort du parti que nous évoquions, à savoir le parti expressionniste Koach Hatzoni. Et puis, il y a également un parti dont on parle, c'est RAM. RAM, ce parti islamo-conservateur qui faisait partie de la coalition du changement, RAM est également en danger. Oui, RAM est en danger peut-être parce que du côté de la liste arabe, on veut essayer de créer une sorte de sous-parti. C'est fait. Les statuts du parti ont été déposés il y a déjà 15 jours. C'est un parti qui s'appuiera essentiellement sur les localités bédouines, qui est dirigé par l'ancien maire de Rahat, la principale localité bédouine, et on ne sait pas comment ça va se passer. Où ils seront en liste indépendante, où ils se rallieront à la liste arabe unifiée. En tout cas, ils prendront des voix essentiellement bédouines à RAM, et on sait très bien que pour RAM, les voix bédouines sont essentielles. Alors pour l'instant, il est à 4 dans les sondages parce que ces manœuvres ne sont pas connues du grand public, mais il pourrait connaître de grandes difficultés. Il suffit de voir comment hier, Mansour Abbas, un homme équilibré, s'est exprimé hier. C'était les propos d'un homme qui est parfaitement conscient. Il a joué un rôle dans l'histoire et qui pourrait très bien ne pas jouer ce rôle demain. Il pourrait également le jouer, mais ça dépend de ses chers amis de la liste arabe unifiée qui visiblement ne lui veulent pas que du bien. Bien oui, on le sait. Alors, puisqu'on est déjà parti de ce côté-là de l'échiquier politique, je voudrais aussi avoir votre appréciation sur le tandem Meretz Parti travailliste, parce que là aussi on voit dans les derniers sondages que le Parti travailliste est en position d'affaiblissement. On a le sentiment, on pensait que Merav Michaeli avait entamé une véritable progression dans l'échiquier politique israélien. On revoit, selon les derniers sondages, que le parti flirte avec le seuil d'éligibilité. Et de l'autre côté, le parti Meretz, lui aussi, n'est pas tout à fait certain de passer ce seuil. Vous pensez qu'il peut y avoir une union à la fin, pour une union de la raison? Une union, parce que nécessité fait loi. Ils l'ont déjà fait en 2020, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'elle l'est. Et ils seront sans doute obligés de le faire parce que ce sont deux partis en crise. Le parti Meretz est en crise depuis qu'il a été torpillé en quelque sorte par cette députée arabe Zohabi qui a fait tomber en fait le gouvernement Bennett, même si le gouvernement Bennett n'en avait plus pour longtemps. Et puis le parti Avoda est triomphaliste. La dernière fois, il avait eu 7 sièges, c'était un miracle. Et Merav Michaeli semblait être confirmée ad vitam aeternam dans ses fonctions. Elle a réussi la semaine dernière, la primaire, elle a été réélue à 82%, mais aujourd'hui il y a une crise puisqu'elle veut supprimer le poste de secrétaire général qui était détenu par son concurrent. En fait, ce sont deux partis, des personnalités importantes, qui étaient stabilisatrices. Meretz, Tamar Zandberg et Saoui Fred sont partis.
laisse la place à des gens qui sont beaucoup moins stables, qui sont parfois non expérimentés ou parfois trop expérimentés, comme Zehava Galon, qui va reprendre très certainement la tête de Meretz. Et donc, on a deux partis en crise, deux partis déstabilisés. Et deux partis qui sont un peu siamois comme ça, hein, au niveau idéologique. Deux partis plutôt siamois au niveau idéologique. On a du mal à faire la distinction. Pas tout à fait. En fait, si le parti du Premier ministre Yesh Atid se porte bien, c'est parce qu'il ne cesse de prendre des voix de ce côté. Il prend des voix plutôt au parti travailliste, puisque c'est à peu près le même électorat, la bourgeoisie, ashkénaze, laïque, vivant bien, elle aussi, dans la banlieue nord de Tel Aviv, dans les Moshavim, dans les kibbutzim, et puis le parti Meretz, qui garde encore pour un tiers son électorat arabe, mais va-t-il le garder alors qu'il n'y aura vraisemblablement pas de candidat arabe en position éligible, et puis il a également son électorat de jeunes et de moins jeunes, très attaché à cette tradition, mais c'est un électorat qui est plutôt vieillissant et qui est plutôt en perte de vitesse. Donc on a deux partis à gauche qui sont en crise, qui sont durement concurrencés par le parti de centre-gauche, le parti du Premier ministre Yesh Atid. Et à partir de là, je crois qu'ils seront obligés de fusionner comme d'habitude. Ça se passera au dernier moment avec des cris, avec des larmes, mais ça se fera parce que nécessité fait loi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gauche, qui avait réussi à se rétablir la dernière fois, parce que finalement ils s'en étaient bien tirés, avec 7 sièges pour Avoda, 6 sièges pour Meretz, ce serait très étonnant qu'ils retrouvent le même score cette fois-ci. Comment vous expliquez ça, que la gauche israélienne, qui était 1 an au pouvoir, n'ait pas su profiter on va dire de ce pouvoir justement pour essayer de se conforter, de se consolider? Écoutez, ils étaient très, très heureux d'être au pouvoir et ils travaillaient bien. Surtout le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a été un bon ministre de la Santé, mais un mauvais chef de parti. Il ne s'est pas assez occupé de ses troupes. Merav Michaeli, c'est le contraire. Elle s'est beaucoup occupée de ses troupes, tellement qu'elle a un peu négligé son ministère et a même négligé les villes de développement, ce qui pour une femme de gauche ne pardonne pas. D'ailleurs, on lui fait bien remarquer, notamment le député Michael Boutoun. Alors, on est dans cette situation de partis qui sont en fait en déclin historique depuis très longtemps, parfois un sursaut parce que la vie politique n'est jamais linéaire, et aujourd'hui ils sont dans une phase difficile et ils essayent de se redresser, mais pour se redresser, il faudrait d'abord qu'il y ait une certaine cohérence intérieure, et pour l'instant, elle semble manquer. Alors, je voudrais une dernière question qui se rapporte à de l'actualité brûlante aussi, mais qui est en marge de l'actualité politique. C'est plutôt de l'actualité juridico-policière, puisque on a bien entendu suivi de très près les déclarations ou révélations de Moshe Saada, l'ancien numéro 2 de la police des polices israéliennes, qui sont des révélations que certains jugent fracassantes et étonnantes, et que d'autres tentent d'essayer de balayer sous le tapis. Autour justement d'un comportement de la police et du parquet qui viserait à, d'une certaine manière, mettre de côté tous les dossiers délicats qui pourraient entraver l'objectif final et prioritaire qu'a été au cours des dernières années l'inculpation de Binyamin Netanyahou. Vous pensez que derrière ces révélations, il y a d'autres personnalités dans le monde du parquet ou dans le monde de la police des polices, qui pourraient consolider ces révélations, qui pourraient prouver que finalement ces déclarations ne sont pas celles d'un homme qui est aigri ou qui veut faire de la politique, mais bien réellement un vrai problème dans ces deux institutions? Écoutez, depuis le début de l'affaire Netanyahou, la police est mise en cause, y compris son ancien chef, qui était pourtant un homme très à droite. Je veux parler de El Heish, qui était un ancien de la yeshiva de Kiryat Arba. C'est pas spécialement un repère de gauchiste, et pourtant lui aussi a été extrêmement virulent à l'égard de Binyamin Netanyahou. Dans ces affaires, moi je ne sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ça montre une chose, ça montre que la police est instrumentalisée dans un sens et dans un autre, ce qui est très grave pour un corps de l'État, surtout lorsqu'un corps de l'État procède à des investigations dans un domaine qui est proche de la politique. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il en est. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'il en est. Personne ne sait si ces déclarations sont commanditées, si elles sont instrumentalisées, si elles sont sérieuses. Il y en a eu d'autres dans l'autre sens. Moi, je ne dirais rien là-dessus. Je dirais simplement, cela prouve une chose, c'est que les institutions israéliennes sont bien malades. La police est bien malade parce qu'elle est attaquée de
La justice est un peu moins malade parce qu'elle résiste mieux, parce que les juges sont des gens un peu plus résistants que les policiers qui sont soumis à bien des pressions. Donc on est dans cette situation qui prouve que la démocratie israélienne est un état de fragilité qu'on avait bien connu au cours des années passées, et je ne pense pas que les prochaines élections qui se déroulent dans un climat de violence changeront les choses. Ça, c'est mon opinion profonde. Oui. Les détails des déclarations de Moshe Saadat, je suis incapable de porter un jugement dessus. Eh bien, en tout cas, vous nous avez bien éclairé sur tout ce qui se passe sur le plan politique. Merci beaucoup, Philippe Velilia, politologue, de nous avoir éclairé à ce sujet. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Bonne journée, Shavua Tov.